regardons à présent l'autre grand marché dans l'univers des marchés financiers, les marchés obligataires et les marchés de crédit avec Nicolas Leprince qui est à mes côtés en plateau. Bonjour et bienvenue Nicolas. Bonjour Gabin. Merci d'être là. Vous êtes gérant multi-asset et overlay chez Edmond Rothschild Asset Management. Là aussi, les premières tendances de l'année sur le marché obligataire sont assez intéressantes puisqu'on a vu quand même des taux souverains alors qu'ils s'étaient un petit peu rabaissés en fin d'année dernière. Je disais le 10 ans américain a terminé 2021 à 1,50 et puis on n'est pas loin de se retrouver près de 1,70 après 2-3 séances de marché ce début d'année 2022. De manière très immédiate, là, qu'est-ce qu'il faut comprendre de ces mouvements entre peut-être les enjeux techniques et des histoires un peu plus fondamentales qui sont reflétées à travers cette correction des marchés obligataires? La hausse qu'on a sur les tout premiers jours de 2022 ne fait que poursuivre en fait le rebond initié depuis, on va dire, à peu près milieu du mois de décembre. Quand on prend les taux allemands, par exemple, ou les taux américains, ils étaient à peu près au plus bas, aux alentours du 10 au 15 décembre 2021. Et quand on regarde sur un horizon un petit peu plus long, en fait, on efface juste la vague Omicron. En fait, les taux américains ou les taux européens étaient déjà au niveau auquel on est aujourd'hui. Début novembre, mi-novembre, on était déjà à 1,60, 1,65 sur le 10 ans américain. On était déjà à moins 0,10 sur le 10 ans allemand. Donc, de ce côté-là, on n'a pas de changement de tendance long terme par rapport... On a juste la vague Omicron qui est 25 novembre, l'apparition du variant Omicron dans les marchés, on va dire, c'est 25-26 novembre. Exactement. Alors, je pense qu'il est trop tôt pour se dire qu'on est complètement passé au-delà de cette vague. On voit toujours que les cas aux États-Unis, notamment aux États-Unis, continuent d'augmenter. On voit que les taux de contamination par Omicron aux États-Unis sont extrêmement élevés. Moi, je crois que c'est plus de 80%. En zone euro et au UK, on sait déjà que c'est déjà plus de 90%. C'est trop tôt pour se dire que c'est complètement fini, mais les marchés passent par-dessus. Les marchés se disent quand même que la pandémie est en train de se finir. Parce qu'en fait, on n'aura a priori pas de restrictions supplémentaires en zone euro ou même en Angleterre. Je pense que Boris Johnson a été assez clair que le plan B, on est pratiquement au maximum de ce qu'ils vont vouloir faire. Ouais. En Donc l'Autriche a été une exception, par exemple. L'Autriche, la Hollande qui ferme jusqu'au 14 janvier. Tout ça, on n'aura pas de choses beaucoup plus supplémentaires en zone euro. Aux États-Unis, on pourra avoir une poursuite de la hausse des cas. C'est certainement sûr, au moins dans les 2 à 3 prochaines semaines, mais on ne s'attend pas à des restrictions supplémentaires qui vont avoir un impact économique. Et là, si on regarde l'impact économique d'Omicron, on va suivre un peu ce que nous disent tous les économistes, ou même les économistes des banquiers centraux. On reprend le discours de Jerome Powell en décembre qui nous disait on n'arrive pas à mesurer véritablement l'impact des nouvelles vagues. Et c'est toujours des effets qui sont plus faibles qu'auparavant. Et quand on regarde l'impact économique, oui, il y a peut-être un impact économique au moment de la vague, mais en fait, on sait qu'il est rattrapé. Il est rattrapé partiellement avec un impact qui est encore plus faible qu'avant. Donc, si le marché a traité le sujet Omicron en un mois et demi, et on espère qu'il l'a traité de manière correcte, effectivement, qu'il ne s'est pas trompé de ce point de vue-là, est-ce que pour autant la situation est redevenue normale sur ces marchés de taux de crédit? Si on se retrouve donc dans la situation de mi-novembre, là, à 1,65 sur le 10 ans américain, est-ce qu'on retrouve une forme de normalité ou est-ce qu'on est encore loin d'être sur des niveaux de taux qui peuvent apparaître normaux au regard de l'environnement? Avant de parler des niveaux de taux, on sent bien que les marchés de taux d'intérêt, contrairement aux marchés actions, si on prend les marchés actions, la volatilité action est vraiment plus bas. Si on regarde le VIX, le V2X en zone euro, c'est pareil, sont des niveaux extrêmement bas. Il y a encore beaucoup d'anomalies sur les marchés de taux européens et mondiaux. Je vais prendre 2 exemples. Un, sur la valorisation des taux d'État. Une des façons qu'on a de valoriser, de voir le stress qu'on a sur les taux d'État européens, c'est de voir la différence qu'on a entre les taux d'État, le niveau des taux d'État européens, avec les courbes qu'on appelle sans risque, c'est-à-dire les courbes de taux swap, sont les courbes qui sont utilisées par les grandes réglementations sur tous les institutionnels. Et on voit que l'écart de rendement, qui est un peu la jauge du stress, est encore extrêmement élevé. Donc là, c'est une anomalie, c'est-à-dire que les taux remontent, mais on sent qu'il y a encore beaucoup de stress. Si on prend les marchés du crédit maintenant, marché du crédit, si on regarde précisément les marchés d'ETF sur le crédit, vous avez le principal ETF européen sur le high yield européen qui fait plus de 5 milliards d'euros, donc vraiment extrêmement important, qui a perdu 10% de ses encours au cours des 2 derniers mois de l'année. Donc il est passé de 5 milliards et demi à un peu moins de 5 milliards. Donc c'est assez significatif. Alors, pourquoi ? Parce que certainement les investisseurs ont suivi un peu toutes les grandes banques qui nous disent qu'en 2022, les spreads de crédit, c'est quelque chose qu'il faut prendre avec des pincettes. La plupart des recherches vont voir des spreads de crédit
on va dire, au mieux stable sur l'année, voire à l'écartement. Donc il y a des performances qui peuvent être difficiles sur 2022, donc des sorties. Mais si on regarde plus précisément aujourd'hui, la demande, malgré ces sorties-là, vous regardez le marché de l'ETF, c'est assez intéressant parce qu'on peut voir la différence entre la valeur fondamentale, qu'on appelle la grosse asset value, la valeur des actifs sous-jacents, et le prix auquel c'est acheté par les investisseurs. C'est une espèce de jauge de la demande supplémentaire par rapport à la valeur sous-jacente. Et là, la demande est extrêmement forte. C'est-à-dire que la prime de l'ETF est extrêmement positive, ce qui va en contradiction avec les sorties assez massives qu'on a eues dans ces ETF. Donc on sent bien qu'il y a des anomalies qui se retrouvent aussi dans le stress globalement sur la volatilité, sur les taux d'intérêt. On prend les niveaux de volatilité sur les actions, c'est extrêmement bas, mais sur les taux d'intérêt, en zone euro ou aux États-Unis, c'est encore extrêmement élevé. Ces anomalies, comme vous les décrivez, Nicolas, qu'est-ce qu'elles reflètent comme interrogation dans la tête d'un investisseur obligataire, maintenant qu'on a traité le sujet Omicron? C'est quoi les sujets là qui créent justement ces anomalies, cet inconfort, cette volatilité qu'on a et qu'on va avoir peut-être encore pour un moment sur ces marchés obligataires? C'est toujours les mêmes 3 sujets. Je suis désolé, c'est assez récurrent. Mais tout n'a pas changé en 2022 non, alors. Le premier sujet, c'est la croissance. La croissance, vous l'avez dit tout à l'heure, oui, il n'y a pas de sujet sur la croissance 2022. La question, c'est la croissance de la masse monétaire. On a fait la croissance de la masse monétaire aux États-Unis. Il y a un chemin de croissance tendancielle sur la hausse de la masse monétaire. Si on regarde ce qui s'est passé 2020-2021, la masse monétaire, au-delà de sa tendance, a augmenté de plus de 6 000 milliards, au-delà de la tendance naturelle aux États-Unis. Un excès de 6 000 milliards de masse monétaire de 6 000 milliards dans le dollars. système. Ça correspond à 7 années de croissance de la masse monétaire qui se retrouve aujourd'hui dans le bilan des banques, qui n'a pas forcément été déversée dans l'économie et qui pourra certainement se déverser. Donc là, la croissance, on a peut-être un réservoir de croissance extrêmement important. Et on sait que la croissance 2022 sera supportée par la croissance, par le restockage, parce qu'on sait que les inventaires sont extrêmement faibles. Donc on sait qu'on a beaucoup de choses positives sur la croissance et de la réserve aussi du point de vue monétaire. Donc ça, c'est une interrogation. On ne sait pas encore ce qui va se passer sur l'épargne des ménages et autres. La deuxième, c'est forcément l'inflation. L'inflation, Romain en a parlé juste avant, on est sur des niveaux extrêmement élevés. On sait qu'on atteint certainement un pic en zone euro ce mois-ci, peut-être le mois prochain, aux États-Unis dans les 2 trimestres qui viennent. Et même si notre scénario central, c'est plutôt quelque chose qui rebaisse tendanciellement vers les objectifs, le pricing de marché est encore extrêmement élevé et les risques qu'on peut voir sont quand même d'avoir une inflation qui surprend encore à la hausse. On est encore dans cette séquence où le risque, la volatilité de l'inflation est plutôt un risque à la hausse. Exactement, tout à fait. Quand on prend les marchés financiers, les points morts d'inflation 5 ans aux États-Unis, donc c'est l'inflation moyenne sur les 5 prochaines années, est encore à plus de 3%. C'est-à-dire que les agents économiques, les investisseurs pensent que sont prêts à payer 3% d'inflation dans les 5 prochaines années aux États-Unis. Je rappelle que l'objectif de la Fed, c'est 2%, ce n'est pas 3%. Il peut y avoir ce qu'on appelle l'average inflation targeting, c'est-à-dire en moyenne essayer d'être au-dessus, mais pas sur 5 ans, on est loin de là. La dernière chose, c'est la réaction des banquiers centraux. Bien sûr. On ne sait toujours pas exactement comment vont réagir les banquiers centraux. On sent bien que la Fed accélère. Elle accélère son tapering, mais maintenant, on est pratiquement sur de l'autopilote, sur le tapering. On sait qu'en fin mars, il n'y aura plus d'achat d'actifs de la Fed. Et si on regarde les hausses de taux, vous en parliez tout à l'heure, la Fed nous dit dans ce dot plot 3 hausses de taux en 2022. Mais si on regarde le consensus des économistes sur Bloomberg, vous avez 67 économistes qui se prononcent sur 2022. Vous en avez encore beaucoup qui vont vous dire qu'il y aura 2 hausses de taux en 2022 et certains qui vont vous dire qu'il y en aura 5. Donc on a des dispersions dans la vision de ce que va faire les banquiers centraux qui est extrêmement forte. Dernière chose, on ne sait pas exactement ce que va faire la Fed sur la taille de son bilan. On va voir. C'est déjà le sujet, Nicolas. Là, on décrit, et on en parlait tous les deux. Le cycle de resserrement monétaire se joue en quelques mois, en quelques trimestres, là où il se jouait en plusieurs années précédemment. On arrive déjà au moment, encore une fois, il y a 6 mois ou 1 an, personne ne parlait de hausse de taux en 2022. Maintenant, on en voit 2, 3, peut-être plus pour certains, et on commence déjà à parler de la réduction du bilan de la Fed qui est à plus de 8 000 milliards de dollars, quasiment 9 000 milliards de dollars aujourd'hui. Alors, en 2021, le fait marquant, ça a été la rapidité avec laquelle les marchés financiers ont essayé de répliquer ce qui s'est passé dans le passé. Et
On l'a vu dans les hausses ou les baisses de taux, l'impact de la Fed, la réduction du bilan, c'est quelque chose qui a pris 3 ans dans la dernière séquence monétaire. Et là, c'est quelque chose qui peut être attendu 6 mois après la fin des achats de quantitative easing. C'est quelque chose sur lequel qui sera certainement coordonné par la Fed, c'est-à-dire pas faire comme ce qu'ils nous avaient fait en 2016, 2017, 2018, c'est-à-dire commencer à bien monter les taux pendant 18 mois et ensuite réduire le bilan. Là, certainement, ils vont vouloir mixer les deux arguments et générer des effets sur les taux d'intérêt qui pourraient justifier des légères hausses de taux d'intérêt nominaux, en effet. Et donc ça, ces risques-là sont encore mal intégrés, difficilement peut-être priceables à ce jour par le marché, par les investisseurs. C'est difficile. C'est difficile. Aujourd'hui, on est face au Omicron. Est-ce que les taux d'intérêt américains qui sont à 1,60, 1,65 peuvent aller à 2%? Oui, certainement. Est-ce qu'ils iront beaucoup au-delà? C'est quand même assez compliqué. On est toujours sur des tendances lourdes d'excès d'épargne et donc qui auront du mal à voir les taux d'intérêt nominaux monter très au-delà de 2,25%. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir 50 BP de hausse de taux dans les 3 prochains mois aux États-Unis ou même en zone euro. Et économiquement, c'est quelque chose qui est extrêmement prenable par l'économie. Il n'y aura pas d'impact économique d'une hausse de 50 BP sur les taux d'intérêt de marché très forte sur l'économie mondiale. Ce serait même le reflet d'un couple croissance-inflation qui est beaucoup plus favorable aujourd'hui. Oui, exactement. En zone euro, on sait que l'impact des taux d'intérêt de marché sur l'économie est relativement faible, surtout parce qu'on est dans une économie qui est très désintermédiée. En zone euro, le financement des entreprises, le financement des ménages passe beaucoup par les banques. Les banques ont une seule envie, c'est faire un peu des crédits. Elles ont une taille de bilan, une taille de capitaux qui leur laisse beaucoup de place pour faire du crédit et ne répercute pas directement la hausse des taux de marché. Quand on voit la hausse des taux de marché sur le Bund allemand, on a pris 30 BP, c'est pas pour ça que le crédit a augmenté de 30 BP. Ça a peut-être augmenté de 5 BP. Donc, ce qui fait que l'impact économique reste relativement limité et peut laisser des hausses de taux nominaux sur les marchés financiers. Merci beaucoup pour cet éclairage, Nicolas, précis sur ce marché obligataire et ces marchés de crédit. Nicolas Leprince qui était à mes côtés en plateau, gérant multi-asset et overlay chez Edmond Rothschild Asset Management. On se retrouve cet après-midi en fin de journée à 17h en direct évidemment pour la grande édition de Smart Bourse sur Bismart.